Bienvenue à cette étude de cas pour terminer cette session, soit suivant en ordre chronologique, étude de cas sur la région arctique, donc les conflits, la coopération aussi qui se trouve dans la région arctique. Évidemment, quand on va regarder cette étude de cas, tout comme celle de la guerre civile en Syrie, on s'intéresse à comment ces grandes thématiques qu'on a vues dans la première moitié du cours, puissance, droit international, organisation internationale, comment elles peuvent expliquer la présence de conflits ou de coopération dans la région arctique, la région qui est ma spécialisation. C'est le sujet qui m'intéresse, sur lequel j'écris, je publie des articles. La voici, cette région arctique, une région qui, sommet du monde, le pôle Nord, bien souvent on met les régions polaires ensemble, l'Antarctique est au sud, l'Arctique au nord. C'est la projection arctique, donc l'océan Arctique est au milieu de la carte, une carte qui nous présente une région qui est évidemment très peu peuplée. On utilise cette carte surtout pour montrer la très faible densité démographique qui s'y trouve. La région arctique est cette région au nord du 60e parallèle. Donc, si on se met dans le contexte canadien, c'est la partie nord du Canada qui différencie entre les provinces et les territoires, par exemple, entre le nord de l'Alberta et le territoire du nord-ouest. Vous voyez sur cette carte une région très peu peuplée, très peu industrialisée aussi. L'Arctique européen a plus d'habitants, une plus grande densité démographique. L'Arctique russe, entre autres, beaucoup plus de densité de gens qui y habitent que dans notre partie qu'on appelle l'Arctique nord-américain. Le Nunavut, le Groenland, les territoires du Nord-Ouest, Yukon et l'Alaska. Une région aussi qui est peuplée, contrairement à l'Antarctique où il n'y a que des scientifiques qui s'y trouvent plusieurs mois. Ici, on a une présence de population permanente. Et une autre caractéristique notoire, un grand pourcentage de population autochtone, surtout au Canada et au Groenland, au Nunavut et au Groenland, entre autres, grand pourcentage d'Inuits, donc un peuple autochtone qui y habite depuis des temps immémoriaux, depuis plusieurs milliers d'années, qui y survivent aussi, qui y prospèrent. C'est un espace qui a été pour la plupart, défini, décrit pendant la guerre froide, pendant une très longue période, donc de la fin des années 40 à la fin des années 80, près de 40 ans, où cette région était surtout vue comme un espace militarisé. Un espace militaire qui voyait une ligne de démarcation entre l'URSS d'un côté communiste, le monde communiste, et le monde capitaliste, entre le Canada et l'URSS, les États-Unis et l'URSS. On la voit sur cette carte, on a vu cette carte là sur la thématique des alliances et ces stations radars qui étaient dans le nord canadien, aussi en Alaska et Groenland. Ces stations radars qui étaient là pour détecter s'il y avait des avions soviétiques qui venaient nous bombarder. Donc, pour une très longue période pendant la guerre froide, c'était un espace où capitalistes et communistes un peu se toisaient du regard et c'est un espace de confrontation militaire. On tentait de voir comment on pourrait contrer des possibles menaces soviétiques militaires. Donc, pour une très longue période, sans mauvais jeu de mots, c'est une période qui est un peu figée, comme la région, dans la glace. La fin des années 80, par contre, va amener une lueur d'espoir. Lueur d'espoir parce que pour la première fois, on commence à conceptualiser cette région-là comme une possible zone de coopération entre les États arctiques. Tout ça est amené par un discours phare. Quiconque connaît la politique de la région arctique va nommer le discours de Mourmansk de Mikhail Gorbatchev. À l'époque, le dirigeant soviétique semble avoir une politique d'ouverture face à l'Ouest, semble avoir une politique d'ouverture face au monde capitaliste. Dans le discours de Mourmansk, qui est une ville dans le nord-ouest de l'Arctique russe, Gorbatchev, pour la première fois, tend une perche de coopération aux États capitalistes, au Canada, aux États-Unis, aux pays scandinaves, en leur disant « on pourrait utiliser l'Arctique pour coopérer ». Pour partager des données, pour s'entraider. Donc, il présente dans ce discours l'Arctique comme une possible zone, sphère de coopération entre l'Est et l'Ouest.
c'est les premiers pas là, dans l'apaisement de la guerre froide et puis dans la fin de la guerre froide qui s'en vient en 91-92. Tout ça va nous amener, et va amener la région arctique, simplement un peu pour la définir là, avant qu'on arrive dans le présent, à développer des mécanismes multilatéraux. Donc, on va mettre sur pied de 91 à 96 ce qui a été appelé la stratégie de protection environnementale de l'Arctique, qui est en fait une volonté des États arctiques, des États souverains de la région, pour mettre en commun, partager, coordonner les données scientifiques qu'ils ont sur leur région arctique. Donc, cette stratégie, c'est le premier balbutiement de coopération dans la région. Très modeste quand même. Hein? On en est à mettre en commun les données scientifiques qu'on a sur l'écosystème de notre région arctique. C'est pas des grands traités, c'est pas des grandes ententes. Là. On est quand même dans de l'amélioration modeste. Mais c'est un premier pas coopératif pour cadrer cette région-là différemment que dans une logique militaire. Et en fait, les 8 pays qui font partie de cette stratégie, ce sont les 8 pays arctiques que l'on retrouve encore maintenant. Canada, États-Unis, de par l'Alaska, la Russie, qui est celle qui a le plus grand territoire dans la région arctique, la Suède, la Finlande et la Norvège, les pays scandinaves, européens, le Danemark, surtout et uniquement de par sa position géographique avec le Groenland appartient au Danemark, en fait partie de cette région, et l'Islande, qui elle aussi est dans cette région qu'on appelle la région arctique. Ces 8 pays mettent cette stratégie arctique en place. On coordonne, on partage les données scientifiques que l'on a sur l'écosystème de notre région arctique. Ça va mener à la création d'une organisation internationale, le Conseil de l'Arctique. En 1996, ce conseil est officialisé comme une institution, une organisation internationale formelle. De 1994 à 1996, les États, les 8 que l'on a parlé précédemment, négocient pour mettre en place, pour créer cette institution, cette organisation internationale. La grande question qui les anime et qui surtout les divise, est-ce que l'on met en place une organisation internationale forte, avec de grandes responsabilités, ou est-ce qu'on met en place un conseil qui est assez faible, qui a peu d'ambition et qui a peu de responsabilités pour gouverner, pour gérer la région arctique? Rapidement, à travers des négociations, deux camps se précisent. Un camp qui veut un conseil assez faible, une organisation avec pas trop de responsabilités, pas trop de compétences. Les États-Unis et la Russie en font partie, mais surtout les États-Unis, ne veulent pas une organisation très forte. Tous les autres pays, dont le Canada, mais aussi la Norvège, veulent une organisation forte. Les États-Unis, par contre, en 1996, mettent un ultimatum. Si on n'a pas un conseil comme nous on le veut, nous disent les Américains, on n'en fait pas partie du Conseil de l'Arctique. Donc, c'est un ultimatum. Les autres États, dont le Canada, vont plier en se disant que c'est mieux d'avoir un Conseil de l'Arctique faible, qui ne suit pas vraiment les idéaux qu'on avait, mais avec les États-Unis dedans, que de ne pas avoir les États-Unis d'inclus dans l'organisation. Et donc, le Conseil de l'Arctique va être mis sur pied. Un conseil assez faible, il n'y a pas de charte. Hein? Donc, par exemple, l'ONU a une charte qui dit comment le Conseil va opérer, les règles de fonctionnement, les principes qu'il faille suivre. Le Conseil de l'Arctique n'a pas une telle charte. Donc, premier point de faiblesse. On n'a pas de document qui peut ressembler un peu à une constitution, hein, ou qui nous dit la structure que l'organisation doit suivre. Il n'y a pas, pendant de très longues périodes, de secrétariat permanent non plus. Il n'y a pas donc de chef-lieu où le Conseil siège de manière permanente. Cette faiblesse va être seulement adressée là, après 2011. Donc, ça va prendre énormément de temps. Pendant plus d'une décennie, le Conseil n'aura pas de lieu permanent où se réunir. Il n'y a pas non plus de financement stable dans le Conseil de l'Arctique. Donc, il n'y a pas un budget. On l'a vu sur l'ONU, dans notre thématique sur les organisations internationales, il y a un budget pour l'ONU. Ici, pas de budget permanent, pas de budget stable. Les États font des contributions ponctuelles quand des projets leur plaisent, quand certains projets rencontrent leurs intérêts.
ils vont les financer. Sinon, ils ne les financent pas. Un autre signe de faiblesse, évidemment. Autre particularité, le Conseil ne s'intéresse qu'à des questions environnementales et sociales. Donc, on ne s'intéresse pas à des questions qu'on peut appeler de high politics. On ne s'intéresse pas à des questions militaires, par exemple, ou de sécurité physique. On s'intéresse à des enjeux de protection environnementale et de bien-être social des populations. C'est tout. Encore un signe de faiblesse, le Conseil ne s'intéresse pas à tous les enjeux, simplement à quelques enjeux bien ciblés, environnementaux et sociaux. Donc, un Conseil relativement faible, il va se faire beaucoup de très bon travail dans le Conseil, beaucoup d'études fascinantes vont se faire. On va financer des études scientifiques pour mieux comprendre la région arctique, mais somme toute, cette région reste d'importance très relative pour les États arctiques et pour la communauté internationale. Les États arctiques même n'y voient pas un grand besoin de mettre des organisations fortes en place ou des règles fortes en place pour la réguler, pour la gouverner. Évidemment, ce qui nous intéresse pour le présent, c'est où la région arctique en est présentement. Parce que la grande question qui nous anime et qui anime les analyses que l'on pose sur cette région et le potentiel de conflit, jusqu'à ce que l'on prouve et documente que le réchauffement climatique était bien une réalité, dans la première moitié des années 2000, jusqu'à 2005-2006, la région arctique avait très peu d'intérêt, suscitait très peu d'intérêt, très peu parlait de conflits potentiels ou de compétition potentielle. Le réchauffement climatique va venir réveiller bien des soupçons et bien des questionnements sur cette région. Jusqu'à à peu près le début des années 2000, la région était, si on peut dire, inaccessible presque à l'année longue en raison du couvert glacier. Et donc, très peu d'activités humaines y étaient possibles. La grande question qui va nous intéresser sur cette étude de cas et dans le deuxième vidéo, est-ce que nous assistons à de la coopération ou à de la confrontation dans cette région arctique présentement? Parce que on assiste à un des changements les plus fondamentaux des derniers siècles, en ce sens où une région entière du globe qui était inaccessible à l'humanité, maintenant va devenir accessible. Et donc, en tant qu'analyste, on doit se demander la plus grande accessibilité à cette région, le fait que le couvert glacier va disparaître à terme, à l'horizon 2040-2050, il n'y aura plus de glace permanente en Arctique. Qu'est-ce que cela va changer à comment on perçoit cette région, comment on la gouverne, comment les États souverains poussent pour leurs intérêts? Et donc, deux hypothèses qu'on va explorer dans la deuxième vidéo. Certains avancent qu'il va y avoir et qu'il y a énormément de coopération entre les États pour gérer cette région, que les États s'entendent bien entre elles et coopèrent. Et une autre hypothèse qui nous présente qu'il va y avoir une course, qu'il va y avoir une lutte à l'Arctique, que l'Arctique va être bientôt le sujet d'une confrontation intense entre les grandes puissances. Ce sont ces deux hypothèses que l'on va évaluer et qu'on va tenter d'analyser pour savoir laquelle est la plus plausible pour le futur des conflits de la coopération dans la région arctique.